Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts, s'effacent devant les dames, aident les aveugles à traverser la rue, jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. Les forces qui poussent un assassin à un geste fatal sont multiples. D'éminents savants et juristes conjuguent leurs efforts pour les analyser. Cependant, il est très rare que la science et la justice criminelle reconnaissent ensemble l'existence d'une de ces forces que pour l'instant on nomme irrationnelle, l'un de ces courants mystérieux dont officiellement on dit par ailleurs qu'ils sont du domaine du roman de science-fiction ou de l'attraction de music-hall. Voici l'un de ces rares dossiers retrouvés pour nous par Gregory Funk. Le juge Hieronymus Phelps, malgré son nom aux allures d'antiquité, est un jeune magistrat. Mais autant on qualifie de jeune un juge de 30 ans, autant un prévenu du même âge est un prévenu tout court. C'est donc un prévenu tout court qui est assis de l'autre côté du bureau face au juge Hieronymus Phelps. Il regarde de la table de palissandre où s'empilent les dossiers, les murs lambrissés, le drapeau américain derrière le juge. Il regarde le juge, cet homme qui a le même âge que lui, feuilletant les pièces du rapport de police. Il regarde tout cela, le prévenu, avec l'air sincèrement intéressé d'un écrivain qui se documente pour son prochain roman. Les petits voyous, de même que les gros industriels du crime, lorsqu'ils sont dans ce fauteuil, s'étalent, se calent bien au fond, croisent les jambes pour montrer qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils sont prêts à jouer le jeu. Ce prévenu-là est assis comme pour une première entrevue avec un employeur, sans timidité excessive, mais modestement. Autre différence avec les voyous et les patrons du crime, ce prévenu est venu seul dans ce bureau. Le juge Phelps relève la tête. Il rencontre un regard de myope dans un visage à la barbe courte bien taillée. Le visage d'un chercheur d'université ou d'un flûtiste classique, ce qui agace le juge, grand amateur de flûte. Vous savez que c'est très inhabituel ce que vous faites. Pourquoi refusez-vous d'être assisté par un avocat? C'est mon droit, monsieur le juge. Je suis juriste d'entreprise, mais j'ai reçu la formation suffisante pour assurer ma propre défense. Enfin, soyez raisonnable. Entre la rédaction d'un contrat commercial et la défense de votre tête, il y a quand même un monde. Certes, monsieur le juge, mais si vous le permettez, je n'ai pas du tout l'intention de défendre ma tête si elle menace réellement la société. Seulement, pour le savoir, c'est plus d'un docteur dont j'ai besoin que d'un avocat. Oh là 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 là, méfiance, méfiance. Ce prévenu qui commence à faire allusion avec un parfait bon sens à son éventuelle folie, méfiance. En plus, sans avocat, il met le juge Phelps dans une situation délicate. Avec un avocat, on parle le même langage, on est sur pied d'égalité. Dans cette affaire, il y a déjà 1 million de journalistes massés dans le couloir. Il s'en trouvera sûrement un pour écrire que c'est encore David contre le Goliath de la justice, ou le pot de terre contre le pot de fer, ou une de ces sottises qui font augmenter le tirage. Bon, comme vous voudrez. Néanmoins, je vous propose ceci. Commençons l'instruction comme vous le souhaitez et convenons ensemble qu'à tout moment, si vous en sentez le besoin, vous pourrez faire appel à un avocat. D'accord? D'accord, monsieur le juge. Bien, bien. Phelps attend que le sténographe, presque invisible dans son complet gris au fond de la pièce, ait fini de prendre note de cet accord. Un point important pour la conférence de presse qu'on ne manquera pas de lui faire improviser au coin d'un ascenseur malgré le secret de l'instruction. De toute manière, si quelqu'un doit parler à l'opinion publique, autant que ce soit moi, pense le juge. Bon. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Avant-hier, à 23h30, au 14e étage d'un immeuble meublé de luxe, Mademoiselle Hirsch, locataire, remarque des traces de sang dans le couloir devant l'appartement de sa voisine. Elle pousse la porte entr'ouverte et découvre le corps de Jennifer Cole, 25 ans, secrétaire de direction. Mademoiselle Hirsch prévient le portier, qui alerte la brigade de police du 6e district. Rien à ajouter jusque-là? Jusque-là, je n'étais pas présent, monsieur le juge. En effet.
Donc, les premières constatations permettent de déterminer que Jennifer Cole a été assassinée vers 23 heures par un familier à qui elle avait ouvert, la porte n'était pas forcée. Le décès a été causé par 17 coups de couteau, dont 6 au moins étaient mortels. La jeune femme a également subi une mutilation. L'annulaire de sa main droite a été amputé post-mortem. Le portier de cet immeuble, bien tenu, a noté l'arrivée peu avant 23 heures d'un ami de la victime qui est reparti vers 23h15, les mains dans les poches de son manteau, l'air absorbé, sans saluer le gardien comme à son habitude. Cet homme, c'est Morgan Leroyer, 31 ans, juriste d'entreprise, c'est-à-dire vous-même, ici présent. Exact, monsieur le juge. Une question au passage, Leroyer. Vous êtes d'origine française? Mon père l'était, monsieur. Bien. Donc, Morgan Leroyer, une patrouille de police prévenue par radio, vous repère au cours de sa ronde. Il est 1h du matin. Et à ce moment-là, vous êtes en train de vous laver les mains et le visage dans une fontaine publique. Vous vous laissez arrêter sans résistance. Au fond de la fontaine, on retrouve un couteau indien qui, vérification faite, fait partie d'une panoplie décorant le salon de Jennifer Cole. De plus, les agents remarquent une tache de sang qui s'élargit sur votre imperméable. Ils vous prient de vider vos poches et vous leur présentez un doigt humain sectionné à la racine, l'annulaire droit de la défunte. Monsieur le juge, excusez-moi, je vous arrête. Tout ce que vous dites est parfaitement exact. Et je sais que vous êtes tenu de me rappeler les faits. Mais il s'agit de détails particulièrement horribles. Et il m'est très pénible d'entendre cela. Ah ben dites donc. Ah, vous ne manquez pas d'air, vous. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai bien l'intention d'établir que vous en êtes la cause de ces détails horribles. Je sais. Non, je sais. Non, je ne voulais pas vous offenser. Comprenez bien d'ailleurs que pas un instant, je ne vais nier tout cela. Ah bon? Donc vous reconnaissez votre culpabilité dans l'assassinat de Jennifer Cole. Attendez. J'ai tué Jennifer, je l'ai dit aux policiers et je le répète, mais je ne reconnais nullement ma culpabilité ou ma responsabilité dans cet acte. Du moins, tant qu'on ne me les aura pas prouvés. Enfin, qu'est-ce que vous me racontez, Leroyer? Soyons clairs. Avez-vous, oui ou non, tué de 17 coups de couteau Jennifer Cole? Oui. L'avez-vous ensuite mutilée? Oui. Plaiderez-vous la folie passagère? Non. Donc, vous ne pourrez plaider que la responsabilité, c'est tout. Ah non? Ne vous offusquez pas, votre honneur. Je m'explique. Jennifer était mon amie. Non pas ma fiancée ni ma maîtresse, mais mon amie vraiment. Nous passions la nuit ensemble quelquefois, mais sans jamais nous prendre au sérieux. Elle avait sa vie, j'avais la mienne, et c'était une fille délicieuse, drôle, spontanée. Je l'aimais bien, et c'était réciproque. Donc, avant-hier soir, elle était allée au cinéma seule, revoir le lauréat avec Dustin Hoffman. Je suis passé chez elle vers 11h, avec l'idée de l'emmener souper. Elle a préféré rester chez elle pour parler du film. Elle a sorti une pizza du congélateur et préparé 2 martinis. Nous buvions en écoutant la chanson du film par Simon et Garfunkel, et puis, tout d'un coup, j'ai été submergé par je ne sais pas, autre chose. Un sentiment affreux que je ne connaissais pas. Comme si cette fille adorable m'avait fait du mal. Un mal terrible. Et je me suis mis à la détester. Une haine, mais vraiment une haine absolue. Elle m'a regardé drôlement. Elle m'a demandé « Tu ne te sens pas bien ?» Moi, j'ai ressenti une certitude. Le mal dont je souffrais réellement en crier. Ce mal, je ne pourrais m'en guérir qu'en la tuant. Oui, en tuant Jennifer. J'ai pris le couteau dans la panoplie indienne. Jenny a cru que je jouais à lui faire peur. J'ai frappé. Je me souviens précisément où j'ai donné le premier coup. Au ventre.
Le second, à la gorge. Le troisième, au cœur. Elle était par terre, déjà morte peut-être, que je la frappais encore. Je ne voulais pas qu'il reste un endroit de son corps sans blessure. Et ensuite j'ai pris sa main droite, et j'ai coupé un doigt, l'annulaire. Et il me fallait ce doigt-là absolument. Je l'ai mis dans la poche de mon impair, je suis sorti par l'escalier, 14 étages, et la suite vous la connaissez. Morgan Leroyer regarde le juge Phelps qui le regarde. Vous saisissez, monsieur le juge. J'étais lucide. Je revois chacun de mes gestes. Je n'étais et je ne suis toujours pas fou. Mais, et c'est ce qui me passionne dans mon propre cas, d'où venait ce sentiment horrible, poisseux, infect qui m'a poussé? Mais je n'avais aucune raison d'en vouloir le moins du monde à Jennifer. Et pourtant j'ai agi selon une logique absolue. Je devais la frapper comme je l'ai fait. Je devais prendre son doigt, celui-là, précisément. Alors je veux comprendre. Le juge est atterré. Fallait-il s'attendre à ce qu'un fou dise « Je suis fou » ? Mais si ce type-là n'est pas un dangereux dingue, qui le sera ? Et pourtant, sans le savoir encore, Morgan Leroyer a employé le terme exact. Il agissait selon une logique absolue. Mais cette logique venait d'ailleurs. Et je vous promets que vous aurez la même surprise que le juge en découvrant la vérité. Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le juge Géronimus Phelps baigne dans la perplexité. Les experts psychiatres nagent dans la perplexité, jusqu'au prévenu lui-même qui patauge dans les interrogations. Question, pourquoi ce juriste d'entreprise, calme, pondéré, heureux en travail, en amour, en amitié, a-t-il soudain sauvagement assassiné une jeune femme adorable à laquelle rien ne l'opposait? Réponse, on ne sait pas. Il n'avait aucune raison, aucun motif, aucune envie. Son acte le révulse, car à tout instant, il a parfaitement eu conscience des gestes qu'il accomplissait. Seule certitude, il devait le faire. Alors, est-ce que ce n'est pas justement cela, la fameuse crise de folie momentanée? Eh bien non. Les experts sont formels. Morgan Leroyer a été soumis à des examens approfondis et contradictoires. Il s'y est prêté avec la meilleure volonté du monde, et nul ne peut en son âme et conscience prétendre que la moindre trace de folie, que la moindre présomption de trouble mental, même passager, puisse être retenue. Fatigué, le jeune juge, qui était absorbé pendant des jours par cette affaire, décide de s'octroyer une soirée de calme et de détente, et notamment de faire ce qu'il n'a pas fait depuis près de 2 semaines, lire les revues auxquelles il est abonné. Et le voici qui sursaute dans son fauteuil, qui relit une page. Puis il décroche au téléphone, et sa femme éberluée l'entend demander « À quelle heure y a-t-il un avion pour Toronto ?» Le lendemain, à Toronto, heure d'ouverture du palais de justice, le bureau d'un autre magistrat, flatté et surpris par cette visite impromptue d'un confrère américain. Le juge Wilson aurait l'âge d'être le père de Phelps, et l'excitation de ce jeune homme l'amuse un peu. « Allons, Jerry, enfin, vous permettez que je vous appelle Jerry. Dites-moi tout cela plus calmement. » Géronimus Phelps brandit une revue passablement chiffonnée, soulignée de rouge en plusieurs endroits. « C'est cet article, Wilson. Cette affaire dont vous vous occupez. C'est la même. La copie conforme. Mais enfin de quoi, bon sang? Mais de l'affaire Leroyer. Tenez, voici le dossier. » Le juge Wilson sourit, mais son sourire diminue et même s'efface. Ah ben ça, c'est incroyable. En effet, pratiquement le même jour à la même heure, dans la banlieue de Toronto, un crime exactement semblable a été commis. Un individu portant le nom curieux de Monday Carter a assassiné une danseuse Amy Stone de 17 coups de couteau, puis il lui a sectionné l'annulaire de la main droite. Le juge Phelps montre les photos de la malheureuse Jennifer. La revue a publié un portrait de cette Amy Stone, la danseuse. Vous ne trouvez pas que c'est le même type de femme?
Si, il y a quelque chose, c'est certain. Et votre... comment déjà... Leroyer, c'est ça, hein? Comment est-il? Tenez, voici les clichés de l'identité judiciaire. Cette fois, le juge Wilson devient d'un joli vert pâle. Sans un mot, il se lève, va ouvrir un classeur et pose 2 photos en noir et blanc, face et profil. Le juge Phelps se redresse lentement avec une drôle de boule dans la gorge. Car de face comme de profil, voici Morgan Leroyer et Mandé Carter. L'un est barbu, l'autre est glabre. L'un pourrait être un flûtiste classique, avec un air un peu perdu, et l'autre aurait sa place dans la Légion à regard dur, opaque. Mais à part cela, c'est le même. Oui, le même homme en 2 exemplaires, trait pour trait. Copie conforme. Le moment de surprise passé, les 2 juges vont mener parallèlement 2 investigations. D'une part, ces 2 meurtres étrangement semblables et simultanés. D'autre part, les vies et les personnalités de ces 2 meurtriers apparemment sans lien commun. Pour ce qui est des meurtres, c'est le plus facile. Les dossiers sont là avec le contenu des interrogatoires et toutes les réponses s'y trouvent. Les motivations qui manquaient à Morgan Leroyer, Mandé Carter les a. Et cette logique absolue qui semblait guider la main du premier, elle est la logique de l'autre. Voici l'histoire. Mandé Carter a épousé Amy Stone 5 ans plus tôt. Danseuse, quand elle trouvait un engagement, Amy avait plutôt envie de se faire entretenir. Ce que son mari, éperdument amoureux, parvenait à faire tant bien que mal, mais plutôt mal que bien. Aussi, pour compléter, Amy payait de sa personne auprès d'un patron de boîte de nuit et de quelques demi-celles de banlieue lorsqu'ils avaient de la chance au jeu. Mandé Carter enragé, hurlait, levait la main parfois, sans oser aller plus loin. Il disait que tout était fini. Et puis il revenait en pleurant au bout de quelques jours. Et Amy, du haut de son piédestal, daignait le reprendre. Et puis Mandé avait essayé une vraie rupture, et il avait réussi à tenir le coup. Depuis près d'1 an, il vivait seul, et il était parvenu à ne pas venir gratter à la porte de son idole. Et cette fois, c'est elle qui l'avait rappelé. Mais lorsqu'il se présenta, ce fut pour s'entendre annoncer par Amy qu'elle attendait un enfant et qu'elle comptait bien de lui faire reconnaître. « Et puis j'aimerais une confortable pension. Que veux-tu? Cet enfant m'empêche d'exercer mon métier. »« Mais tu n'auras rien. Cet enfant n'est pas le mien. »« Ah, mais que je sache, mon chéri, je suis toujours ta petite femme. » Amy avait éclaté de rire en faisant briller les diamants de son alliance. Et Mandé Carter disait « J'ai senti la haine qui débordait de moi comme une vague qui allait tout noyer. » Morgan Leroyer avait employé la même image. Il avait été submergé. Carter disait encore « Elle m'avait fait trop de mal. Mal à en crever. Je ne pouvais arrêter cette douleur qu'en la tuant. » Encore les mêmes mots chez Leroyer. Et puis les mêmes gestes. Carter a pris son couteau. Le premier coup, j'ai visé le ventre à cause de cet enfant. Le deuxième à la gorge pour ses mensonges. Et le troisième au cœur pour en sortir l'amour que j'y avais mis. Mais mon amour, je l'en avais couverte. Chaque centimètre de sa peau. Alors j'ai frappé, partout pour tout effacer. Avant de partir, j'ai voulu reprendre l'alliance. Elle était trop petite pour quitter son doigt, mais je la voulais. J'ai dû couper le doigt. Vous l'avez deviné, Amy portait son alliance à l'annulaire de la main droite. Tout comme vous avez deviné ou imaginé la raison possible de cette effarante ressemblance et de cette communication entre les 2 hommes. Ils devaient être jumeaux. C'est bien ce que se disent les juges également. Mais Morgan Leroyer est le fils d'un diplomate français et d'une fille d'une des meilleures familles de Boston. Il a étudié dans les meilleurs collèges, puis passé ses diplômes en droit. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres au nord, Mandé Carter passe de nourrice en pension dans les quartiers pauvres, se retrouve en maison de correction, puis volontaire dans les parachutistes. Il fait un peu de prison, puis vivote en faisant le garde du corps en période électorale, le videur de cabaret le reste du temps. Morgan Leroyer et Mandé Carter, chacun cherche de son côté. Lorsque le juge Phelps se le met au courant, Leroyer s'attaque méthodiquement à son propre cas. Il réunit ses souvenirs. Il a eu déjà des impulsions qu'il ne comprenait pas au cours de sa vie, des penchants pour un type de femme, par exemple, que logiquement il n'aurait pas regardé. Des rêves aussi, des souvenirs d'endroits où il n'était jamais allé. Apparemment, la communication a toujours fonctionné dans le sens Carter-Leroyer. Sauf sur un point. Carter réfléchit bien et dit
j'ai souvent eu envie de me laisser pousser la barbe. Amy disait que ça ne m'allait pas. Mais moi, je trouvais que sans barbe, je ne me ressemblais pas. Étrange expression, non? Mais elle ne donne toujours pas la clé du mystère. Cette clé, elle est détenue en partie par une vieille dame, la mère de Morgane Leroyer. Elle a plus de 70 ans et vit dans un hospice de luxe. Morgane l'a tenue dans l'ignorance de son crime, car elle a le cœur fragile. Mais il se décide à l'interroger avec ménagement. Et elle raconte ceci. Dans les années 50, alors que la presse n'avait pas encore mis à la mode les mères porteuses, les Leroyer, couple stérile, avaient passé un arrangement avec une pauvre fille enceinte pour lui acheter son enfant à la naissance. Eh bien, le reste des juges ont alors rapidement fait de le retrouver. La jeune fille accoucha de jumeaux. Elle cacha la vérité aux Leroyer de peur de les voir revenir sur leur accord. Puis elle passa au Canada, où elle confia le second enfant à une institution charitable qui le baptisa Monday, ce qui signifie lundi, jour de son arrivée. Monday Carter fut condamné à la détention à vie. Par contre, le jury américain déclara Morgane Leroyer innocent de son geste, mais pas au bénéfice de la démence, non. Il est dit dans le jugement qu'il a accompli cet acte sous l'emprise d'une force dont il n'était pas responsable. Mais hélas, le texte ne prend pas le risque de préciser ce qu'est cette force, ni comment elle a pu guider sa main. Vous venez d'écouter Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.